Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Professeur au CNAM, on parle d'inflation pour commencer. L'inflation, c'est une bonne nouvelle qui reflue en France. La hausse des prix qui est passée de 5,9% en avril à 5,1% au mois de mai. Première estimation de l'INSEE, c'était hier. Est-ce qu'on peut dire que le reflux de l'inflation est réel? Oui, il est réel. La question, c'est à quel rythme on revient vers une inflation dont on ne parlerait plus, c'est-à-dire inférieure à 3% par an. Il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, d'abord, le cartel de l'OPEP et ses représentants ont dit qu'ils allaient faire en sorte de décourager les spéculateurs et éventuellement réduire la production de pétrole pour maintenir le prix élevé. C'est une première incertitude. Deuxième incertitude, c'est quand même toujours la guerre en Ukraine, avec une guerre qui devient multidimensionnelle, c'est-à-dire que ça commence à toucher la Russie, ce qui pourrait provoquer l'utilisation de nouveaux systèmes d'armes. Donc il y a encore des incertitudes, parce que si on arrivait, comme c'est souhaitable, à mettre fin à la guerre en Ukraine, on aurait une détente à ce moment-là considérable sur le prix du gaz et du pétrole. On a déjà une détente largement sur le prix du gaz. Oui, le cours du gaz, on est, oui, mais justement, pour l'instant, c'est incertain. C'est lié au fait que la reprise en Chine est moins forte que ce qui était anticipé. Que l'hiver a été plus clément et qu'on a l'hiver a été plus clément et qu'on a baissé la consommation aussi. Que la production nord-américaine se maintient à un niveau élevé. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'il reste de l'incertitude. Alors, ce que l'on observe aussi dans le cas français, par une politique relativement à droite, en un seul mot, qui a été menée il y a une vingtaine de mois. Alors, il y a une vingtaine de mois, il faut se replacer en septembre 2021. On commence à avoir les effets de la hausse du prix de l'énergie et du prix des céréales, et il y a un choix qui se présente. Est-ce qu'on augmente les salaires ou est-ce qu'on compense les augmentations spécifiques du prix de l'énergie et du prix de certaines matières premières et alimentaires? Alors moi, j'avais pris position à l'époque sur le fait qu'il ne fallait surtout pas laisser une marge de manœuvre à une augmentation des salaires qui enclencherait une boucle prix-salaire, comme on peut l'observer d'ailleurs en Belgique, avec des effets considérables, puisque l'inflation en Belgique est quasiment au double de la France. Et donc, j'avais milité pour qu'il y ait des compensations comme la prime énergie ou d'autres primes. Et ça, cette politique a bien fonctionné en France. Sauf que, à l'époque, si vous vous souvenez, tout le monde considérait que ces augmentations de prix énergétiques et autres étaient transitoires. Alors, la question. Donc c'était un pari intelligent à l'époque. Il est advenu ensuite la guerre en Ukraine qui a commencé à faire douter sur le caractère transitoire ou structurel de ces hausses. Alors là, on est dans une phase de ralentissement. Je ne parierais pas sur une continuation massive de cette baisse des prix compte tenu de l'incertitude géopolitique, mais donc je pense qu'on peut revenir autour de 4% avant la fin de l'année s'il n'y a pas de rupture géopolitique. Bon, donc le reflux va se poursuivre, mais pas à un rythme aussi fort important que certains annoncent. Bon, 2,5% de croissance, on a eu les chiffres confirmés, rehaussés de 0,1 point hier par l'INSEE pour 2022 en France. On atterrit quoi cette année autour de 0,5, 0,7 ? Oui, donc s'il y avait une bonne nouvelle géopolitique, on pourrait faire le double, mais en l'absence de bonnes nouvelles géopolitiques, et surtout dans un contexte où le déficit extérieur mange de la croissance, puisque c'est une contribution négative très importante. Bon, c'est l'augmentation du déficit qui contribue négativement, mais ce déficit est à un niveau très élevé. Et donc ça c'est la balance commerciale, quoi. La balance commerciale a un déficit très élevé. La balance courante a un déficit... courante, elle prend en charge aussi, ça prend en compte les services. Et donc la balance courante tourne actuellement à un déficit autour de 1,5 à 2 points de PIB. C'est pas supportable. La France ne peut pas continuer avec ce niveau de déficit. On évoquera peut-être la question de la réindustrialisation, mais ces déficits colossaux sont le fruit de la désindustrialisation massive du pays depuis 20 ans. Alors, on annonce des réouvertures d'usines, comme sur les batteries. Ceci étant,
pour l'instant, et sans vouloir doucher les espoirs de réindustrialisation, sachant que, vous le savez, je me bats pour la réindustrialisation du pays depuis plusieurs années, mais pour l'instant, ce sont des arbres qui cachent la forêt de la désindustrialisation. Donc on peut considérer... Il est mauvais le bilan du président de la République sur l'industrie, sur la réindustrialisation? Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le président de la République est aux affaires maintenant depuis 11 ans, puisqu'il a été le principal conseiller de François Hollande. Donc, puis ensuite ministre de l'économie, puis ensuite président. On a l'impression qu'il a compris la nécessité absolue de la réindustrialisation dans les 18 derniers mois, mais que et que ça reste encore une mesure parmi d'autres. Parce que si on veut réindustrialiser, moi j'ai des propositions très fortes dans ce domaine, et on ne voit pas le gouvernement aller dans cette direction, même s'il a pris quelques mesures favorables, mais on n'est pas dans cette direction. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ça. Si, on va l'aborder juste, mais ça coûte cher la réindustrialisation, ça a des effets bénéfiques, on le sait bien, mais quand on voit les 13 milliards d'euros d'annoncés d'investissement étranger au sommet de Choose France pour 8000 emplois créés sur le territoire, ça fait, c'est ce que notait Jean-Pierre Robin dans le Figaro, ça fait 1,6 million d'euros pour créer un emploi. Waouh! Oui, alors d'abord... Donc la réindustrialisation, c'est bien, mais elle ne sera pas créatrice. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut analyser. En nombre. C'est pas comme ça. Je pense qu'il y a une double erreur de raisonnement. D'abord, les usines dont on parle, c'est des usines très capitalistiques. Donc si on ramène au nombre d'emplois, ça semble considérable, mais en réalité, il faut ramener à la valeur ajoutée qui est créée. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est la valeur ajoutée qui compte. On pourrait compter d'ailleurs... Les emplois, ça compte aussi, Christian? Oui, mais dans les usines, on crée peu d'emplois de manière générale, puisque tout l'intérêt de la réindustrialisation, c'est de permettre une augmentation de la productivité. C'est la différence entre les services et l'industrie. Dans l'industrie, vous avez de la productivité et des progrès de productivité. On le mesure d'ailleurs par quelque chose. C'est un chiffre, enfin, c'est deux chiffres qui doivent être toujours à l'esprit quand on parle de réindustrialisation, de développement économique. Dans l'industrie, la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est 15 à 20%, dans les services, c'est 70%. Donc, ça peut être même plus. Donc, c'est normal que quand vous ramenez aux emplois créés dans l'industrie, ça semble cher. Donc, c'est pour ça que je dis, ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'effet d'entraînement sur le plan économique et social, puisqu'on considère qu'un emploi dans l'industrie, ça va entraîner un emploi et demi supplémentaire, c'est-à-dire 2 emplois et demi au total, à la fois dans les services, dans les productions industrielles associées à la production de l'usine dont on parle, plus les services associés. Donc c'est très important d'avoir une réindustrialisation. Donc je ne pense pas qu'il faille ramener les investissements dont vous parliez au nombre d'emplois créés. Néanmoins, ce que vous dites conforte ce que je dis, c'est-à-dire le fait que ce sont des arbres, mais que derrière, il n'y a pas de forêt de réindustrialisation. On a touché le fond de la piscine ou pas en matière de désindustrialisation? Parce qu'il y a des projets de relocalisation, il y a des annonces, mais voilà, quand on fait le net entre ce qui est détruit et ce qui est ouvert... Et puis, il y a les choses qui ne se font pas. Vous avez vu cette usine, le DUF, de 100 millions d'euros d'investissement qui devait être construite à côté de Rennes, une usine de viennoiserie qui allait créer plusieurs centaines d'emplois et qui a été refusée par le milieu écosocial, notamment les ONG. Donc il y a une vraie question qui est posée là. Est-ce que ce sont les ONG qui font la politique de la France ou est-ce que la France défend une ligne stratégique forte? Donc ça c'est un point. Mais quand vous regardez la question qui est très importante de savoir si on est au fond de la piscine, je pense qu'on est, j'espère qu'on est au fond de la piscine, mais la piscine continue, elle est légèrement inclinée encore vers le bas, parce que quand vous mesurez la production manufacturière en pourcentage du PIB, elle a baissé en 2021 et 2022. On disait beaucoup que nous avions un poids de l'industrie qui était à 10 points de PIB, c'est passé en dessous de 10 points de PIB. Alors, il faut espérer
que toutes les mesures qui sont prises vont conduire à une réindustrialisation. Elles sont bonnes ou pas les mesures qui sont prises? Elles sont bonnes, mais... Il y a tellement d'avalanches de milliards qu'on entend. Oui, mais en fait, en réalité, quand vous analysez toutes les mesures prises depuis 5 ans, c'est une réduction des inconvénients. C'est-à-dire qu'on a un écart colossal d'impôts de production par rapport aux 2 pays phares qui sont restés industriels. On parle toujours de l'Allemagne, mais la Suisse est restée un grand pays industriel. Vous avez un écart d'impôts de production qui est de 3 points de PIB, donc c'est colossal. Donc mais avant c'était 4, donc on est passé de 4 points à 3 points, donc on peut crier victoire, mais on a fait un quart du chemin. On a une nouvelle annonce de baisse des impôts de production sur 2 ans de 10 milliards d'euros. Ça réduira l'écart à un chouïa en dessous de 3 points de PIB. Voilà, donc c'est... Parce qu'actuellement, on est à 3,4, on va passer en dessous de 3. Mais on reste avec un... Donc quand on dit qu'il est pro-business, qu'il met une politique de l'offre pro-entreprise, pour vous, elle est trop timide? Alors, elle est trop timide, mais si vous voulez, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il ne s'agit pas de cogner indéfiniment sur le pauvre président, parce que, en réalité, quand vous regardez les autres offres politiques qui dominent l'actualité, le Rassemblement national et la NUPES, s'ils arrivaient au pouvoir, ça serait 10 fois pire que Macron. Donc la question centrale est l'émergence d'une alternative raisonnable sur le plan politique. Mais les émergences actuelles sont modestes. Donc la question, c'est qu'est-ce que serait une vraie politique de réindustrialisation? Alors, et c'est ça qui... Il a envie de le dire, alors c'est quoi? Non, mais c'est ça qui vous permettra de juger l'écart entre ce que fait Macron et ce qu'il faudrait faire. Alors la mesure phare, ça serait quoi? Alors, je pense qu'il y a 3 mesures phares. La première, c'est une vraie politique énergétique. Ça fait 20 ans qu'on pédale dans la choucroute sur l'énergie. On avait un avantage compétitif colossal dans le domaine énergétique. On l'a bousillé en cassant la politique sur le nucléaire, mais il n'y a pas que ça qu'on a fait. On a cassé l'avantage compétitif qu'on avait sur l'hydroélectrique. Nous sommes encore, pour l'instant, le 2e producteur d'électricité, enfin, d'hydroélectricité en Europe, derrière la Suède, mais on avait là aussi un avantage, simplement qui a été dilapidé parce que du fait d'une mauvaise négociation par la France d'un certain nombre de directives européennes sur l'eau, on a une incertitude sur la propriété des barrages. Donc il faut régler cette incertitude parce que depuis 10 ans, à cause de cette incertitude, EDF n'investit plus dans les barrages existants et on ne construit plus de nouveaux barrages. Moi, j'avais regardé ce dossier il y a 18 mois d'ailleurs, avec des équipes d'EDF, et si vous avec 200 millions d'euros d'investissement sur les turbines des barrages existants, vous pouvez augmenter la production d'hydroélectricité de 10%. En allant au-delà dans les investissements, vous pouvez même augmenter la production hydroélectrique de 20%. Et pourquoi ça on ne le fait pas, vu les montants? Parce que EDF dit, je ne sais pas si demain je serai encore propriétaire des barrages. Donc il faut régler la question de la propriété des barrages pour permettre... Mais enfin, ça fait 15 ans qu'on est dans l'incertitude. Comment on n'arrive pas à régler ces problèmes? C'est parce qu'il n'y a pas de vision claire sur les questions structurelles sur la France. La deuxième mesure phare, c'est de continuer à réduire le poids des impôts de production sur l'industrie. Et la troisième mesure phare, c'est de créer une agence nationale foncière pour développer 1 millier de zones industrielles équipées en électricité et puis en traitement de tous les intrants des zones industrielles, pour arriver à avoir une possibilité d'accueillir les entreprises. Parce que l'histoire de Rennes sur cette entreprise de viennoiserie, c'était des emplois non délocalisables et pour des durées très longues. Donc pourquoi il y a eu ces problèmes? C'est parce que on n'a pas suffisamment bien défini le projet industriel sur place, on ne l'a pas suffisamment bien expliqué, et surtout, parmi les gens qui ont un poids disproportionné par rapport à l'intérêt national,
il n'y a pas de compréhension de ce qui se passe dans les conséquences du non-investissement. Donc l'entreprise en question a décidé d'investir aux États-Unis et au Portugal plutôt qu'en France. Ouais. Donc ce sont des emplois qui sont perdus, ce sont des exportations qui sont perdues, et les ONG et les acteurs locaux qui ont empêché la construction de cette usine devront aller expliquer un jour, mais tout le monde s'en fout, que sur le tissu économique et social local, il y aura des emplois perdus, il y aura des recettes fiscales perdues, il y aura des opportunités pour les jeunes de trouver des emplois pérennes qui sont perdus. Ouais. Juste dans l'actualité, il y a aussi, et peut-être que le sujet est connexe d'ailleurs, on a Bruno Le Maire qui a pris position, qui affirme qu'il ne veut pas d'un ISF vert qui toucherait 10% des contribuables. Cette proposition a émergé il y a quelques jours quand Jean Pisani-Ferry, qui était donc celui qui a fait notamment le programme économique en 2017 du président de la République, a rendu son rapport la semaine dernière, qu'on a commenté largement ici, sur le financement des 65 milliards d'euros par an, dont 34 à la charge de l'État, de la puissance publique tous les ans, pour financer la transition énergétique. Et lui, il dit non, pas d'ISF vert. Vous êtes d'accord, évidemment? Je suis d'accord, mais surtout, je pense que la proposition de Pisani-Ferry est ridicule. Dans un pays qui a le problème de réindustrialisation que j'évoque, qui a d'énormes problèmes de relance de la production sur le territoire, qui a un énorme déficit extérieur, dire que la seule solution, c'est de taxer le capital financier, en plus, il faut le dire, c'est dans le rapport, pendant 30 ans de suite, oui. Dans un monde ouvert, le capital financier va se casser, donc on aura moins de financement de la réindustrialisation, donc c'est un non-sens. Non, moi je propose un modèle alternatif de croissance écologique, mais au lieu de dépenser 65 milliards par an, je pense qu'on peut y arriver avec 45 milliards, 30 milliards sur la réindustrialisation. Il faut comprendre la réindustrialisation d'ailleurs. La réindustrialisation, c'est pas mettre des aciéries place de la Concorde. Hein. La réindustrialisation, aujourd'hui, ça veut dire numériser, robotiser, électrifier le système productif dans son ensemble, y compris le système agricole. Par exemple, une des raisons de la surcompétitivité de l'Allemagne sur le plan agricole, c'est la robotisation de la transformation des produits agricoles. Alors qu'en France, on n'a pas assez investi dans l'outil de transformation. Donc, la robotisation, numérisation, électrification du système productif, elle suppose notamment de doubler la production électrique sur 20 ans, dans la mesure où on annonce dans le même temps qu'on va supprimer à juste titre le charbon et progressivement l'utilisation du gaz. Donc c'est une hérésie, un ISF vert en tout cas pour vous. Donc c'est une hérésie sur le plan macroéconomique, et puis c'est tombé dans le travers français de toujours vouloir cogner sur les mêmes. On a les 10% dont vous parlez payent déjà 75%. Mais ce sont des gros pollueurs aussi, on pollue plus quand on est riche, c'est prouvé ça. Non mais ça c'est une farce, c'est une façon de calculer qui est vicieuse. On a une plus grosse voiture, on part plus souvent en avion, on part en week-end. Oui, mais enfin, vous avez des gens qui partent en avion, vous avez des comités d'entreprise qui organisent des voyages en avion en Thaïlande ou au Portugal, et ils prennent l'avion aussi. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que vous ne pouvez pas construire des usines sur le territoire si les chefs d'entreprise ne peuvent pas aller les voir. Donc la France est en train de vouloir taxer massivement l'avion au niveau européen. Mais c'est une imbécilité aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions, voire même des ruptures technologiques massives qui sont en train de transformer le voyage aérien, y compris le voyage d'affaires. Comment à la fois les fuels alternatifs qui émettent 20 à 30% de moins de CO2, premièrement, et deuxièmement, il y a des progrès colossaux dans les avions à la fois hydrogène et les avions électriques. On peut considérer que d'ici 3 ans, vous aurez des avions électriques de 9 passagers qui seront opérationnels, au moins dans les phases de test, et on pourra avoir... sur des petites lignes, sur des courts courriers. Oui, mais ça, c'est ce qui intéresse l'aviation interne du pays, ou l'aviation intra-européenne. Et même quand, moi je suis totalement favorable au développement du train, mais pour avoir du train électrique, si vous voulez développer en même temps la voiture électrique, il faut doubler la production électrique. Or, vous n'avez aucune planification de ce point de vue. Oui. Vous avez, sur les 20 prochaines années,
doubler, c'est passer de 100 à 200 en production électrique. Même si on lance 6 EPR et qu'on en rajoute quelques-uns, vous passerez avec les EPR de 100 à 120. Il manque 80 de production électrique. Or là, une politique industrielle, ça serait par exemple de favoriser la production de panneaux photovoltaïques en France. On ne l'a pas perdu, ce marché. Il est aux mains des Chinois aujourd'hui. Non, mais ce qui a changé, c'est que, il y a une nouvelle technologie développée par le CEA, et c'est Enel qui conduit, l'Italien, qui construit une usine géante de panneaux photovoltaïques sur la base de la techno du CEA en Sicile. Pourquoi il n'y a pas 3 ou 4 projets de panneaux photovoltaïques sur la base de la techno CEA en France? Voilà, il n'y a pas de ministère de l'Industrie. On ne pourra pas faire la transition écologique sans planification stratégique. Et ça suppose une réindustrialisation dans la croissance verte, dans la croissance écologique. Et vous ne pourrez pas continuer de financer le contrat social français si vous n'avez pas cette réindustrialisation. Donc il y a une incohérence totale dans les annonces qui sont faites en permanence, qui justement, ne sont pas construites sur une colonne vertébrale rationnelle. Bon, dernier point juste, puisqu'on parle du ministre de l'économie qui dit que le gouvernement fait tout pour que le travail paye en France. Il le répète souvent. On dit mission accomplie ou on se dit encore du pain sur la planche? Non, il y a encore du pain sur la planche, on a progressé. Il y a 20 ans, en France, vous aviez plus de 20% de la population active pour lesquels l'écart de revenus réels entre travailler et pas travailler était inférieur à 10%. On peut considérer aujourd'hui qu'on est passé de 20% à 15% de la population active pour lesquels cet écart est de la même nature. Donc il y a un progrès, mais il faut aller beaucoup plus loin, ce qui suppose d'ailleurs tout un ensemble de mesures. On sait qu'une partie de la population qui est au RSA ou qui touche d'autres formes d'allocations n'est pas en mesure de travailler. Ça suppose de nouvelles mesures comme celles qui sont en place aux Pays-Bas et qui visent à donner des indemnités à ces personnes en les sortant de la population active parce qu'elles n'iront jamais. Mais en revanche, en contrepartie, de leur demander une quinzaine d'heures de travail dans les communes ou dans les entreprises d'insertion. Donc, il y a une première rationalisation opérée dans ce domaine. Il y a une autre rationalisation, c'est d'avoir un suivi beaucoup plus poussé sur l'ensemble des allocations qui sont versées à certains ménages, puisque certains ménages, c'est complètement officiel, hein, tout le monde peut le vérifier, certains ménages, en cumulant toutes les aides, le RSA pour les enfants, les aides au logement, ainsi de suite, peuvent aller jusqu'à 28 000 € par an de revenus sans travailler. Donc il y a une vraie question sur l'optimisation du système de protection sociale. 28 000 €, vous êtes sûr? 28 000 € par an? Oui, pas par mois. Même par an, oui, j'ai compris par an. C'est très significatif en cumulant les différentes allocations. Et donc, ça vous explique que, de manière très rationnelle, d'ailleurs, parce que les individus sont rationnels, si l'écart de revenus entre travailler et pas travailler est inférieur à 10%, beaucoup souhaitent rester dans le non-travail officiel, parce qu'à ce moment-là, il est très facile de faire du travail au noir qui vous permettent même de gagner plus en revenus réels que ce que vous gagneriez autrement. Il a tout un programme dans sa besace. Il faudrait écrire un bouquin, n'empêche. J'ai déjà écrit, là, dans le livre que j'ai sorti il y a 3 mois sur le conflit sino-américain, j'évoque la position de l'Europe et de la France dans ce conflit sino-américain. Un conflit qui va structurer la géopolitique et la géoéconomie mondiale pour les 3 prochaines décennies. Hein. Vous avez beaucoup de jeunes qui vous écoutent, ils ont 30 ans, toute leur vie active va être dominée par ce conflit stratégique entre les États-Unis et la Chine, qui va très au-delà de Taïwan. Hein. Ce sont 2 pays qui sont lancés dans la domination, pas seulement des questions géostratégiques, mais de nouvelles technologies. Les investissements de la Chine dans les biotech et dans le numérique ont déjà très largement dépassé les investissements européens et sont en direction des investissements américains. Donc il y a un condominium sino-américain dans les nouvelles technologies dont l'Europe a commencé à prendre conscience avec la baffe qu'on s'est pris sur le Covid, qui a limité
qui a montré limites. l'inconséquence de nos pays en délocalisant des activités essentielles à la souveraineté. Donc, effectivement, dans ce livre, j'évoque toute une politique qu'on peut mettre en place en France pour contrer les effets négatifs de cette situation. Je suis prêt à en venir en reparler avec vous. Il reviendra, on prendra le temps qu'il faut. Merci beaucoup. Donc, Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au CNAM, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. À bientôt.